Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour Gilles. Il y a environ 2 ans, on était en plein lancement de votre campagne pour devenir sénateur. On l'avait dit d'ailleurs au Sénat quand on s'était revu. On va faire un premier petit bilan, 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? J'ai souvent l'habitude de commencer en disant est-ce que votre vie a changé? Votre vie, elle a bien changé, j'imagine. Ma vie a changé au niveau de mon organisation personnelle, c'est une évidence, mais la vie politique en 2 ans, oui, elle remue énormément. Quand j'ai discuté avec mes collègues sénateurs précédents, mes prédécesseurs, me disaient toujours, tu vois, les sénateurs, ils sont sur le temps de la réflexion, ils sont sur le temps long, ils ne sont pas dans l'agitation. En fait, ils ont le temps de réfléchir aux choses. En réalité, là, depuis 2 années, je crois qu'on a une vie politique qui ressemble à rien de ce qu'on a connu auparavant. On y reviendra d'ailleurs avec l'actualité qui est toute chaude, puisqu'il va y avoir encore sûrement des chamboulements politiques dans la vie nationale et peut-être même locale. Qu'est-ce que vous préférez finalement? C'est être dans l'hémicycle, d'être en commission, ou alors être le week-end sur le terrain avec les élus qui vous ont élus, justement? En commission, c'est pas toujours. Parfois, on s'ennuie. Ouais. L'hémicycle, c'est intéressant et le terrain est intéressant. Et le plus intéressant, c'est quand on arrive à prendre des idées du terrain qu'on fait remonter dans l'hémicycle. C'est ce qui m'est arrivé récemment avec la loi sur la fast fashion. Le seul amendement qu'on a pu passer sur la taxation des petits colis, c'est moi qui l'ai passé sur la fast fashion. Et c'est en discutant avec un de mes concitoyens de Boin, qui m'a dit, mais en fait, on devrait taxer les petits colis de moins de 2 kilos, puisque c'est finalement la cible de certaines marques chinoises qu'on ne va pas citer, et en évitant la taxation des entreprises, en géocodant le lieu de livraison par le SIRET. On a présenté cet amendement qui est passé, donc là, je me suis dit, eh ben, finalement, c'est ça le travail des parlementaires, c'est parfois c'est vraiment ça d'ailleurs, c'est d'aller écouter le terrain, d'en tirer des bonnes idées, de les présenter dans l'hémicycle et d'arriver à faire adopter des amendements. Donc le plus intéressant, c'est quand on arrive à faire ça en fait. Parce que l'entre-soi parisien, quand on tourne en rond entre nous, c'est pas super intéressant. Et quand on est sur le terrain et qu'on fait des constats de ce qui va pas, et qu'on n'arrive pas à les porter à Paris, c'est pas très intéressant non plus. Le moment intéressant, c'est quand on prend une idée du terrain, qu'on la monte là-haut et qu'on arrive à la faire germer. Un bon degré de satisfaction alors. Oui. Quand on y arrive, oui. De la même manière que j'ai passé des amendements qui vont servir la Loire, notamment sur les services express régionaux métropolitains, des amendements qui sont aujourd'hui inscrits dans la loi et qui obligent la métropole de Lyon à réfléchir son réseau de transport en coordination et en accord avec la métropole stéphanoise. Ça, c'était pas prévu dans la loi. Et il y avait fort à parier que si cet amendement passait pas, chacun allait travailler dans son coin. Avec mon amendement, ils sont obligés de le réfléchir et de l'imaginer ensemble, en pleine coordination et en intermodalité. Donc oui, il y a une satisfaction quand on arrive à faire ça. Et 2 ans après, entre ce que vous imaginiez du rôle de sénateur et la réalité, est-ce qu'il y a une grande différence, ou alors on est en plein dans ce que vous aviez imaginé il y a 2 ans? Non, il y a quand même une grande différence dans le sens où je trouve que aujourd'hui, le rôle du Sénat change beaucoup puisqu'on essaie de nous faire faire un petit peu le travail de l'Assemblée nationale, puisqu'on a un problème à l'Assemblée nationale, évident, qui ne marche pas aujourd'hui. Donc tout se reporte sur le Sénat et ça, c'est pas le rôle naturel du Sénat. Le rôle naturel du Sénat, c'est d'être dans un rôle de contrôle et de contre-pouvoir. Tout à fait. Quand tout va bien, on a un président de la République, un gouvernement soutenu par une majorité de l'Assemblée nationale et un Sénat en contre-pouvoir de tout ça, en contrôle et en contre-pouvoir. C'est comme ça que la 5e a été imaginée. Aujourd'hui, ça ne marche pas. On est sur un Sénat qui ne peut pas faire son travail de contre-pouvoir parce qu'il est presque obligé de faire le boulot de l'Assemblée nationale. Donc là, c'est un sujet, ça c'est un vrai sujet parce que ce n'est pas le rôle des sénateurs. Nous, on doit être véritablement cette force de sagesse et de surveillance de l'exécutif, et aujourd'hui on ne le fait pas véritablement. Moi je suis pour qu'on ait un retour le plus rapidement possible, oui, avec une majorité, quelle qu'elle soit, à l'Assemblée nationale. Vous qui êtes un homme libre, on peut le dire, ça vous fait quelle impression aussi d'être dans un groupe, de peut-être pas marcher en solitaire? Dans le groupe dans lequel je siège, les indépendants, on a quand même
ça c'est une grande liberté que nous accorde Claude Maluret, notre président. À aucun moment il nous impose un vote. Ce qui peut se pratiquer, ce qui se pratique dans les autres groupes. Et, donc moi j'ai jamais de vote contrarié en fait. Ouais. Voilà. Donc je vote comme je le sens. Là j'ai voté contre la loi là, pour le scrutin de liste bloqué dans les petites communes, qui impose la parité dans les petites communes, parce que la parité dans les petites communes, c'est plus un choix de liberté de la femme, c'est un choix de quotas en fait. C'est-à-dire qu'on va choisir les femmes parce qu'on a besoin de remplir les quotas, ce qui est presque contre-productif en réalité. Qui peut aussi arriver dans les grandes villes, il me semble. Exactement. Donc moi j'ai voté contre, et on a même, avec la sénatrice Cécile Cukierman, attaqué cette loi au Conseil constitutionnel, et à aucun moment on nous a imposé de voter ce texte, ce qui a pu être le cas dans d'autres groupes, où le chef a dit vous votez pour, et tout le monde a suivi d'un seul homme. Et on n'a pas des coups de téléphone du gouvernement qui vous demande de faire telle chose ou telle chose? Aucun. Et puis on est tellement un petit groupe que même si le gouvernement avait quelque chose à faire passer, il ne nous appellerait pas nous parce qu'on n'est pas assez nombreux. Pour revenir à l'actualité, on a appris il y a quelques heures, j'allais dire, mais c'est maintenant quelques jours, que le 8 septembre, il va se passer des choses, le Parlement réuni pour voter la confiance. Ouais. Comment vous voyez ça? Comment ça va se passer selon vous? Selon moi, alors aujourd'hui on enregistre l'émission, on fait des pronostics, mais selon moi ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Et le vote de confiance va échouer. Ce qui est logique dans les calculs pour l'instant? Ce qui est logique dans les calculs, et puis ce qui est logique dans l'opinion des Français. Aujourd'hui, on a l'impression que finalement, je vous coupe, et tout à l'heure on parlait de territoire, on a l'impression que ce qu'on vit et ce qu'on entend à la télévision, nous, le lambda, on est dans deux mondes différents et qui se rejoignent pas finalement. Oui, et puis moi ce que j'entends en territoire, c'est que les économies qui sont proposées par François Bayrou ne sont pas les économies que les Français attendent en réalité. C'est-à-dire que ce que les Français veulent, en fait, c'est pas ultra compliqué ce qu'ils demandent les Français. La justice, non? C'est dépenser moins au niveau public, voilà, faire en sorte que ce ne sont pas toujours les mêmes qui payent, c'est-à-dire ceux qui travaillent ou finalement, parce que la suppression des jours fériés, en fait, c'est quoi? C'est pour faire porter sur ceux qui travaillent et faire payer aux entreprises. Voilà. La fin de l'assistanat, c'est-à-dire le filet social, ok, mais pas pour un assistanat décomplexé, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est un assistanat décomplexé. C'est des gens qui librement vous disent, moi, je profite du chômage, je profite de tout ça. Et ça, aujourd'hui, il y a un ras-le-bol dans la société. Ceux qui ne l'ont pas compris, c'est qu'ils ne sont vraiment pas au contact de la population. Du moment aujourd'hui où rester chez soi vous fait perdre de l'argent par rapport à un emploi, il y a un malaise, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite. Évidemment, enfin ça infuse moins quand même à gauche. Mais évidemment, aujourd'hui, le problème, c'est que il n'y a pas assez de différence entre le salaire net de celui qui travaille et qui a un petit salaire et les minima sociaux. Tout à fait. Et une des solutions de notre système bloqué en France aujourd'hui, c'est que celui qui travaille doit gagner plus en réalité. Et il doit gagner plus en faisant en sorte qu'il y ait moins de ponction sur son salaire. Parce que un salaire à 1 300 €, parce que ça, peu d'élus en parlent, peu de politiques, parce qu'ils n'ont pas tous toujours eu des fonctions, ils n'ont pas toujours tous travaillé en fin de compte. Sur un salaire, même sur un salaire bas, minimum, 1 300 €, 1 400 €, vous doublez presque entre ce que touche le salarié et ce que paye l'entreprise. Donc c'est pas que le patron ne veut pas faire plus d'efforts, c'est que déjà ça lui coûte le double. Le problème, il est là en fait, il est entre ce que verse l'entreprise et ce que reçoit le salarié. Il est là le problème. Et tout ça, quand ça va pour payer la retraite, j'ai pas de sujet. Quand ça va pour des dépenses où on a certains abus, notamment liés à la sécurité sociale, on a des gens qui abusent et qui profitent d'un système qui à la base est un système parfait, le système français. Un système parfait quand personne n'en abuse. Et bien aujourd'hui ça marche pas parce que les gens se disent on en a marre de payer pour tout le monde. Oui, on a l'impression que tout le monde abuse finalement. Mais en réalité, il y a beaucoup d'abus dans notre système. Il y a énormément d'abus. Ouais, ce qu'on dit, c'est qu'il faut peut-être plus de contrôleurs, il faut peut-être plus de policiers, il faut plus de contrôleurs et puis plus dur et puis plus juste. Mais plus dur et puis aussi plus égalitaire. Moi la taxe Zuckman, je l'ai pas votée parce que je trouvais il y a un détail qui me choquait dans la taxe Zuckman, c'était que on taxait le capital du travail. C'est-à-dire que moi j'aurais été pour qu'on impose des gros revenus qui finalement capitalisent sans réinvestir. Mais ceux qui réinvestissent, je pense qu'il ne faut pas les taxer. Ceux qui réinvestissent dans des entreprises, qui réinvestissent dans l'économie, il ne faut pas les taxer. Mais il y a un deuxième point, c'est qu'on parle toujours des super riches, mais moi je suis pour qu'on impose également que tout le monde finalement
payent d'impôts, y compris les petits salaires, y compris Une participation minoritaire, mais une participation. y compris les personnes qui vivent des minima sociaux devraient, à hauteur de 10 € par mois, à hauteur de quelque chose de symbolique. On symboliquement, mais pour se sentir concerné par les sujets, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile. Comme on dit, c'est la vérité, du moment que c'est gratuit, il y a quelqu'un qui le paye à votre place. Voilà. De toute façon, la base, c'est qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Il n'y a rien de gratuit. Si c'est gratuit, c'est qu'il y a... Et donc, ça se passe comment le 8? Ça se passe qu'à l'Assemblée nationale? Ça se passe aussi avec le Sénat? Comment ça se passe légalement? À l'Assemblée uniquement. C'est que l'Assemblée qui vote et puis qui vote. Donc, vous n'êtes pas concernés, les sénateurs? Non, après, on a un avis sur le vote. Moi, si on me demandait de voter, j'aurais un avis. Mais ça se passe à l'Assemblée. Et là, le gouvernement tombe, normalement? Le gouvernement va tomber. Donc on va titrer demain, le gouvernement va tomber. Moi, je ne suis pas joueur. Ils disent qu'il y a un trou de souris encore, alors je sais pas, je suis pas super joueur, mais je pense que le gouvernement va tomber. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite alors? Vous avez des infos je crois pas à la dissolution, même si elle est demandée et souhaitée par tout le monde. Disons qu'elle améliorera sûrement pas les choses, que ça risque d'être pire encore, les votes. Non, mais moi je suis pour une solution que tout le monde rejette aujourd'hui, mais je suis persuadé que dans les années à venir on y viendra. C'est que de toute façon, qu'on ait des pactes de gouvernement, y compris avec certaines idées des forces dites d'extrême droite. Donc vous vous inspirez de l'Allemagne? Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Il y a 3 forces politiques dans le pays. Donc il y a une force centrale, une force de droite, une force de gauche. Il n'y en a pas une qui peut commander. Celle du milieu est en train de se réduire, non? Celle du milieu va se réduire, forcément, à l'avenir. Mais le problème, il n'est pas forcément au milieu, il est plutôt à droite. C'est que la droite est ce qu'on appelle l'extrême droite, entre guillemets, parce que c'est... L'extrême droite light, moi j'appelle ça. Oui, c'est plutôt... Enfin, là, on est sur de la sémantique, mais... Voilà, tout à fait. On n'est pas toujours... on pourrait tout à fait avoir des pactes de gouvernement, des pactes de gouvernance ou des pactes, des thématiques sur lesquelles on est d'accord. Typiquement, le sujet migrationniste, les sujets sécuritaires, on peut penser ce qu'on veut du Rassemblement national, de reconquête de tous ces partis. Ils avaient raison avant tout le monde. Aujourd'hui, le nier, c'est mentir aux gens. Donc aujourd'hui, je ne vois pas en quoi on ne pourrait pas signer des accords avec eux sur certaines thématiques. Après, sur autour de la retraite à 60 ans, ils ont totalement tort. C'est un mensonge, ça ne se fera pas. Donc, on ne peut pas embrasser totalement ce qu'ils disent et leur programme, mais on peut avoir des accords sur certains sujets et au moins débloquer la situation. Faire croire aux gens qu'on va retourner à la retraite à 60 ans, ce qui est le programme du Rassemblement national, c'est un mensonge. Par contre, les sujets sécuritaires, les sujets migrationnistes, les abus qu'ils dénoncent liés à l'immigration, notamment au côté toxique et néfaste des relations qu'on entretient avec l'Algérie, ils ont raison et ils avaient raison depuis très longtemps. Donc le nier aujourd'hui, c'est c'est se mentir à soi-même. Alors moi je sais très bien que ce que je dis me dessert parce que c'est pas populaire. En politique on n'a pas le droit de dire ça, mais après tout c'est pas si grave. Ça fait que je garde mon côté de liberté de parole et d'opinion. Mais je suis persuadé, et moi je souhaite qu'on discute et qu'on trouve des accords sur ces points-là. Sinon, de toute façon, on restera sur un sujet totalement bloqué, une situation totalement bloquée telle qu'on l'est aujourd'hui. Ça veut dire que d'après votre avis, il n'y aura pas de législative au mois de septembre ou octobre? Je crois pas. Je ne crois pas. Mais je suis pas. Je siège pas encore à l'Élysée. Ça ne saurait tarder. Non. Je crois pas quand même. C'était de l'humour. Ouais, mais on ne sait jamais. J'ai rencontré un jeune maire qui n'était pas sûr d'être sénateur et qui est devenu sénateur. Ça c'est sûr. Avec une vidéo qui à l'époque a fait le buzz. C'est vrai, mais il y a des plafonds de verre. Là, je crois que j'irai pas bien plus loin. Moi. Justement, on est dans les élections. Faut d'autres compétences après que j'ai pas. Sur une autre élection, dans 6 mois, il y aura des nouveaux maires partout. Vous êtes un ancien maire, peut-être vous allez le redevenir un jour. Comment vous voyez ça, vous aussi, maintenant, avec la hauteur de sénateur? La fonction de maire est une fonction passionnante, en fait, parce que c'est le seul mandat dans lequel vous pouvez finalement imaginer des projets, les penser, les décider en équipe, en collégialité, parce que ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec son conseil municipal. Les voir se créer, se travailler, et puis les inaugurer. Exactement, les voir naître, les inaugurer et derrière les vivre en fait. C'est le mandat le plus intéressant. C'est aussi le mandat le plus fatigant parce qu'un maire au cours de son mandat, il ne peut pas dire oui à tout le monde. Et donc il fait des déceptions. Et quand il est élu,
et ben, tout le monde se dit on est bien content, le maire a été réélu, élu, ou c'est un nouveau maire, on va le voir. Et là, il y a plein de demandes qui foisonnent de tous les côtés. Et un bon maire, il dit oui et il dit non. Et quand il dit non, il se crée des ennemis ou des inimitiés. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc c'est un mandat éprouvant, fatigant et pour la famille qui est pesant. Donc on aura un renouvellement dans la quasi-intégralité des communes de la Loire. Il y a beaucoup de maires qui veulent ne pas se représenter. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. C'est que moi je le vois maintenant depuis que je suis sur Paris, les décisions qu'on prend, moi les décisions que je prends à Paris, on me les reproche beaucoup moins sur le terrain. Quand je prenais une décision à Boin qui n'allait pas dans le sens de ce qu'on m'avait demandé, on me le reprochait. Ou au niveau du département. Mais à Paris, on vous le reproche moins parce que vous êtes loin. Et moi, je garde ce lien très étroit avec les maires qui font la vie démocratique locale, et ce sont eux qui finalement représentent, je pense, le plus la République, parce que les gens peuvent les approcher très facilement, les aborder, et c'est le lien direct qu'ils ont avec la République et avec l'État, quelque part. Mais c'est aussi le mandat le plus compliqué. Donc on aura un renouvellement. Je pense que dans les petites communes, les sortants seront forcément un petit peu privilégiés parce qu'il y a un attachement affectif au maire. Il y a un bilan, généralement. Il y a un bilan, voilà. Après, le reste, on va voir. Dans les grandes communes, moi, je considère qu'au-dessus de 15 000 habitants, la politique prend un peu le dessus. C'est ce que j'allais vous dire. Après, c'est la politique qui, quand même, joue un rôle presque déterminant. De mon point de vue, au-delà de 15 000, 20 000 habitants, la politique prend la suite, prend la main. On a l'impression, justement, aussi qu'on arrive en bout de piste un peu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de maires qui ont été là depuis 2 mandats, qui ont fait du travail, qui sont partis ailleurs, et qu'on a beaucoup de grandes villes de la Loire qui risquent de basculer de retour. Il y a un vrai phénomène d'usure. À la fois communication, comme on dit, tue la communication. À la fois des élus et à la fois aussi des administrés. Donc, et puis, il y a un phénomène aussi qui fait que les projets qu'on porte quand on est maire sont très longs à sortir, très longs à se réaliser. Souvent inaugurés par le suivant. Exactement. Et donc la population dit il y a eu beaucoup de promesses, mais rien qui se passe. En fait, ça sort plus tard, quoi. Donc oui, mais typiquement dans le département de la Loire, on a vraiment 2 strates. On a les petites communes. Et puis, au-delà, moi je vous le dis, hein, c'est 15-20 000 habitants dans mon esprit, le seuil, où on passe sur un seuil politique après. Et est-ce que le sénateur a un avis tranché? Est-ce qu'on vous en parle au Sénat de tout ce qui est arrivé à Saint-Étienne et ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? Bien sûr qu'on m'en parle, bien sûr. Si je vous disais on m'en parle pas, je vous mentirais. On ne vous parle pas que des Verts alors? Maintenant, on me reparle un peu des Verts. Maintenant. On me reparle un petit peu des Verts. J'ai souffert l'année passée parce qu'on me parlait des Verts, mais pas en bien. Oui, mais pour revenir à la politique, comment vous voyez-vous l'avenir de Saint-Étienne dans 6 mois? On ne sait pas ce qui va se passer, on est totalement neutre, encore une fois. Saint-Étienne est une ville... Parce qu'on a l'impression qu'elle est à l'arrêt depuis un an. Là. Oui, on a une ville qui a des difficultés, c'est évident, liées à l'affaire, mais on a une ville qui a fait des choses malgré tout. On a une ville qui a porté beaucoup de projets. Donc en fait, soit ce sera le vote qui validera ou sanctionnera le bilan, soit ce sera un vote qui validera ou sanctionnera l'affaire. Il est évident que cette affaire, elle nuit à toute lecture très lisible de la politique sur Saint-Étienne. Et beaucoup de gens ont peur aussi des extrêmes, encore une fois. Et beaucoup de gens ont peur. L'extrême droite n'a jamais été forte à Saint-Étienne. Les sondages ne sont pas vilains. Hein. Oui, mais à Saint-Étienne, l'extrême droite n'a jamais été très puissante. C'est pas faux, c'est pas faux. Je dirais qu'elle se cherche à Saint-Étienne. Elle se cherche à Saint-Étienne. C'est plutôt, je dirais, le LFI qui va faire un score important à Saint-Étienne. C'est plutôt ce que je vois. Qui risque finalement de brouiller les pistes. Parce qu'on ne sait pas quelles vont être les alliances, on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, bien sûr. On a un groupement de gens qui étaient là et qui ne sont plus là, mais qui sont quand même là, qui est compliqué aussi. C'est vraiment flou. C'est House of Cards. Non, mais à gauche, on a une LFI très fort à Saint-Étienne, un PS qui, en fonction de ses alliances, est une force écologiste aussi importante, qui, en fonction de leurs alliances au premier ou au second tour, donneront des résultats différents. Tout à fait.
Donc s'il y a un Et report après, au il ne faut second pas tour, confondre qu'une élection municipale, c'est quelque chose de très particulier. il On vote pour un homme. y a quand même un affect. Il y a un affect, il y a de la Et- politique et il y a un affect. C'est-à-dire que donc tout est possible à Saint-Étienne, tout est ouvert. Il y a l'union des droites et du centre. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de listes qui sont déclarées pour l'instant Il y officiellement, en a déjà pas mal quand même, hein, des Oui. futurs candidats. mais pas tous déclarés. Ils ne sont pas encore passés par la case préfecture. C'est ça. Ou officialisation, on va dire. Donc à Saint-Étienne, tout est ouvert. En réalité, je pense que Saint-Étienne est une ville qui va se jouer ou se perdre Ça va peut-être se jouer à la communication. finalement. pas avec une différence énorme à Ouais, mais l'arrivée. ça va peut-être se jouer à la communication. Oui. Celui qui passera le mieux à l'image ou qui Communi- dira le moins de bêtises. Communication, les alliances. Parce que je crois qu'à Saint-Étienne, on a besoin aussi d'avoir Moi, je dirais qu'on a besoin d'un projet. une force d'entraînement Un projet. et un projet. Pour terminer, avant de vous libérer, parce que vous avez d'autres rendez-vous, Non, mais mais attendez, je prends du plaisir à être avec vous. Bon, on peut ça va, alors. continuer pendant 2 heures, il n'y a pas de ça problème. va. Moi, je voudrais. On était il y a une semaine à Boin et j'étais avec quelqu'un qui m'a dit mais c'est vraiment une belle petite ville. Et j'ai dit bah tiens, ça tombe bien. Déjà la mairie est belle et en plus j'ai dit bah cette mairie, je la connais un petit peu puisque je connais le sénateur. Quels sont le futur de votre ville, de Boin? Et puis j'ai vu qu'il y a un festival qui est juste à côté, dont on parle de plus en plus, qui Forestival est à Trélat. Forestival Est-ce que vous avez joué un rôle là-dessus aussi ou pas? Sur le Forestival, Ouais. non, ça Est-ce que existe. vous aidez? Ça existait avant moi. Mais vous avez peut-être la commune participé de Boin aide tous les ans sur l'aspect logistique. Moi, j'ai beaucoup de nostalgie quand je pense à ma commune de Boin, parce que c'est une population qui... j'ai une mouche qui m'embête. Il y a une mouche véritablement. qui va pas voter pour vous. Celle-là, elle est missionnée à mon avis. Et pourtant, j'ai vraiment fait... Ça doit être un mini drone. Ah, c'est un mini Parce que drone. je sais qu'on est surveillé. C'est un mini drone envoyé par les forces et les fistes. Mais en réalité, moi, j'ai beaucoup de nostalgie quand je pense à Boin, parce que c'est une population, je le dis de manière totalement transparente, qui n'a pas le même courant de pensée que moi, majoritairement, et qui m'a fait confiance. Et quand je dis m'a fait confiance, qui a fait confiance à mon équipe, en réalité, je n'étais pas tout seul. Si nous avons gagné en 2014, c'était parce que l'équipe que nous représentions, elle était plurielle, mais les gens connaissaient mes obédiences politiques, et je pense que beaucoup ont voté contre leur courant de pensée politique en votant pour nous. Et ça, c'est un signe, c'est pas partout qu'on le trouve en réalité. Donc moi, je garde beaucoup de respect, un lien fraternel avec cette commune de Boin, qui, c'est pas un secret, hein, d'ailleurs, j'habitais pas à Boin même, j'habitais juste à côté. Moi, ma commune d'origine, c'est Montverdun, mais ce sont deux communes qui sont très proches, hein, mais je voulais pas me présenter à Montverdun. Ils avaient eu mon grand-père en maire, mon père, j'allais pas me présenter après mon père. Et j'avais cette envie de mener une campagne municipale, mais à Boin, je considère que ça a été véritablement une chance qui m'a été laissée par des gens qui m'ont fait confiance en votant pour une couleur politique ou une sensibilité politique qui n'était pas la leur. Donc je leur dois beaucoup de respect et je me dois de servir cette commune tant que je le pourrai. Donc l'avenir de Boin, on verra. Moi je souhaite que ce soit bien entendu des gens émanant de mon équipe qui l'emportent, mais quoi qu'il en soit, je me mettrai toujours au service de cette commune parce que je leur dois beaucoup, parce qu'ils m'ont fait confiance et donc je dois leur rendre. Vous avez dit juste avant que votre obédience politique, depuis 2014, on est en 2025, avec tout ce que vous avez vécu, avec maintenant l'expérience parisienne et vous côtoyez des gens de toute la France, est-ce que cette obédience politique, cette envie, cette senteur un peu, j'ai envie de dire, puisque j'utilise ce terme, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle s'est modifiée finalement avec le temps? Alors moi je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Mes deux grands-parents étaient agriculteurs, ils étaient de droite. Mon grand-père maternel et paternel, les deux étaient tous les deux de droite, mais la droite, pas celle qu'on connaît aujourd'hui. C'était la droite du travail. C'était, tu veux réussir ta vie, tu dois travailler. En travaillant, tu gagneras de l'argent et tu réussiras socialement. C'était ça la droite avant. C'était pas les trucs. C'est un paradoxe parce que moi à gauche, j'ai entendu exactement le même discours. Mais attends, mais Gilles, mais la gauche et la droite en fait à l'époque. C'était la même chose? Non, mais il y avait. Les gens avaient les mêmes croyances. C'était la réussite sociale par le travail. Oui, oui.
qu'est-ce qui a changé? Et par aussi un peu l'éducation. Et par l'éducation, mais qu'est-ce qui a changé? C'est que la droite s'est mise à tenir des théologies de gauche et que la gauche s'est mise à tenir des théologies de droite, pensant récupérer l'électorat réciproque des uns et des autres. Moi, ma croyance, moi j'étais adhérent de l'UMP à l'époque. Je ne me suis jamais intéressé à la politique jusqu'à ce que je me présente à la mairie de Boin. J'avais adhéré à l'UMP à l'époque, mais j'aimais pas trop le monde politique pour être tout à fait... Enfin, je dis ça, c'est un peu malvenu, mais bon, c'est pas grave, c'est la vérité. On coupera au montage. Non, mais il n'y a même pas besoin, je l'assume pleinement. Mais j'aimais pas trop le monde politique et je regardais tout ça avec un peu de méfiance, voire de la défiance, quoi. Et j'étais à l'UMP, et puis on faisait des petites réunions à l'UMP, puis quand il y a eu l'affaire Fillon, moi j'avais compris qu'on allait se prendre le mur, quoi. Après, quand j'ai été élu au département, j'avais pris des positions qui étaient peut-être un peu dures, où là la droite m'a dit tes propos nous dérangent, nous gênent parce que tu es trop à droite. Qu'est-ce que je peux en conclure? C'est que 10 ans après, je pense que la droite a trop fait de la gauche, parce que moi je n'ai pas bougé, je suis toujours dans ma ligne, mais aujourd'hui la droite est en train de me dire faut qu'on revienne à droite. Ouais, mais je pense que si on n'avait jamais changé de couloir... Oui, enfin, la droite, elle dit aujourd'hui, d'après la voix de M. Retailleau, qui sera à Rouen d'ailleurs le 5, qu'il faut soutenir M. Bayrou, là, on a du mal à comprendre. Oui, ça, on a du mal à comprendre. Là, j'avoue que même en étant neutre, on a du mal à comprendre. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pas ça que je veux te dire, Gilles. C'est que la droite du RPR de l'époque, elle tient des discours aujourd'hui qui seraient à l'extrême droite si on les analysait. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on dit l'extrême droite de Le Pen, on a l'impression quand on superpose des discours, tout à fait. Elle dit la même chose que Georges Marchais dans les années 70. Exactement. Donc on a du mal à se positionner. Mais c'est là qu'on a un problème et qu'on a menti aux gens, qu'on les a un peu trahis. C'est-à-dire que la droite du RPR, elle tenait des discours qui étaient de droite. Durs, mais qui étaient des discours de droite. Voilà, viscéralement de droite. Bon, alors aujourd'hui, on les classerait extrême droite, ces discours-là. Tout à fait. Vous les reprenez aujourd'hui, vous les classez extrême droite. Mais la société, elle a changé de la même manière que je vais faire un parallèle, vous allez trouver fou, mais aujourd'hui, les sketchs des inconnus, on ne pourrait plus les passer aujourd'hui parce qu'ils seraient jugés comme étant des sketchs racistes ou sexistes. Moi, je suis plutôt nostalgique de l'époque où on pouvait dire les choses qu'on pense, tout librement et simplement, et sans avoir à se travestir ou à se cacher derrière un masque. On est dans un monde de paradoxes aujourd'hui. On peut dire des énormités, ça passe. On est dans le monde du réseau social où il vaut mieux faire un petit selfie en disant regardez. Avec un filtre. Avec un filtre, que de dire finalement ce qu'on pense. Donc, moi, je pense que je n'ai pas changé ma ligne depuis ce temps-là. Je pense simplement que les partis politiques ont changé souvent de fois leur direction. C'est peut-être pour ça qu'il y a de moins en moins de gens qui se déplacent pour aller voter. Mais ça reviendra. C'est comme les religions, ça remonte. Ça reviendra. Ça reviendra parce qu'on a besoin des partis politiques, sauf que je pense que parfois il vaudrait mieux fermer la maison, fermer la boutique et recréer quelque chose de neuf. L'avenir du sénateur dans les semaines qui viennent, c'est quoi alors l'agenda? Nous, dans les semaines les sénateurs, on a une chance, c'est que nous, dissolution ou pas, remaniement ou pas, pour nous, nous sommes... Il vous reste 4 ans encore, si oui, 4 ans. Nous sommes, entre guillemets, inamovibles jusqu'à la fin du mandat. Donc, on n'est plus... C'est sûr que... On va dire que c'est moins précaire que député, c'est évident. Mais l'avenir et le rôle du sénateur, que je considère moi comme étant mon rôle, c'est surtout de faire en sorte que les choses reprennent une vie normale et qu'on arrive enfin à faire comprendre à notre pays qu'on doit se réformer, mais pas se réformer en créant des taxes, parce qu'on ne crée que des taxes. Se réformer en faisant des économies et en faisant en sorte que les gens qui vivent et travaillent dans notre pays gagnent bien leur vie, voilà, grâce aux économies réalisées. Parce que des économies réalisées, c'est moins de prélèvements sociaux, c'est moins de dépenses inutiles. Je suis désolé, vous passez une nuit aux urgences dans un hôpital, il suffit de faire ça pour comprendre qu'il y a énormément de dépenses inutiles, de gens qui viennent se faire soigner pour tout et n'importe quoi, de gens qu'on soigne. C'est là où il manque des légions d'honneur, j'ai trouvé, moi, quand je suis allé aux urgences. Oui, moi j'ai passé une nuit avec la BAC à Saint-Étienne aussi. J'ai pas fait, mais moi j'ai fait les urgences et je peux te dire qu'il est vrai que les soignants ont un mérite extraordinaire et ça on ne peut pas leur enlever, mais il y a aussi des métiers comme ils se reconnaîtront, j'espère qu'ils écouteront la vidéo, les baqueux comme on dit, les baqueux sont des gens extraordinaires et ils se battent tous les jours, ils
ils essayent de vider la mer avec une petite cuillère, quoi. Sur le sujet du stup, bon. Moi, j'ai passé une soirée avec eux inoubliable. J'espère y retourner rapidement. Et ces gens-là, ils méritent qu'on les considère et qu'on règle leurs problèmes du quotidien. Donc moi, je ne ferai pas une carrière extraordinaire en politique, mais si j'ai réussi à régler quelques problèmes, notamment pour ces gens-là, je considérerais que j'ai réussi. Voilà. Est-ce que vous vous êtes dit déjà, dans 6 ans j'arrête, ou alors on se projette déjà sur un futur mandat? Le problème, c'est que le Sénat, c'est très mathématique. En fonction du résultat des prochaines élections municipales, je sais si mon mandat est terminé ou pas. Il y a quand même de l'imprévu, on a vécu une soirée un peu spéciale il y a 2 ans. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, Tout peut arriver. malgré tout, la marge d'erreur est faible. Monsieur le sénateur, merci beaucoup. On vous souhaite Merci Gilles, c'est toujours plein de belles choses. c'est toujours un vrai plaisir parce que les interviews sont sans filtre, direct. Moi, je ne me prépare pas. Mais moi non plus. Et c'est, je crois, ce qui fait l'intérêt et la richesse de l'échange, c'est que c'est spontané, naturel et du coup... L'intérêt, c'est toujours pareil, hein, c'est d'être différent des autres. Hein. Ouais, c'est ce que moi aussi, Bah c'est voilà, ce que je pour ça recherche qu'on s'entend également. si bien. C'est, je veux pas... je crois que ce qui changera la politique de demain, c'est la sincérité. Et on est à la recherche de la sincérité. Et se mettre sans arrêt des masques pour faire croire qu'on est un tel ou un tel, moi, je veux pas le faire, ça m'intéresse pas. Et je préfère d'ailleurs me prendre une tôle, perdre, que devoir pendant 5 ou 6 ans jouer un rôle et me travestir. C'est pas mon truc. Les balles masquées, c'est pas trop pour moi. En tout cas, merci beaucoup. J'aime beaucoup les balles masquées. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Mais parfois, ça peut être dangereux. Hein. Ouais, ça dépend du lieu. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu favorablement à Radio Gaga 42, qui est sur YouTube, et au tout nouveau site d'information qui s'appelle m'informer.com, que vous avez d'ailleurs partagé sur vos réseaux. Et que je vais repartager. Et que j'ai beaucoup apprécié. Un site qui monte tout doucement, puisqu'on a déjà fait 10 000 vues ce mois encore. C'est 10 000 vues, c'est bien. Et on est assez surpris, mais on a un bon réseau qui nous suit. Mais les interviews franches et directes comme ça, aujourd'hui, la spontanéité, c'est ce que les gens recherchent. Et puis j'ai pas de ciseaux pour couper, donc... c'est l'idéal. Merci beaucoup, et puis à bientôt. À bientôt, on se revoit Gilles. dans 2 ans pour le presque bilan de la On foi. se reverra peut-être avant 2 ans quand même, parce que vu à la vitesse à laquelle va la vie politique, je pense qu'avant 2 ans, on aura des choses à se dire. Surtout si vous êtes Premier ministre dans 15 jours. Alors là, oui, ça voudrait swinguer un peu, hein, mais je pense pas parce qu'il y aurait du monde dans la rue. Hein. Non, je crois que c'est pas souhaitable. Merci. Merci.